Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte de la Skiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également de l'alimentation intuitive. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et j'espère que l'épisode du jour va vous plaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Je vous retrouve cette semaine dans un épisode un peu spécial, puisque je ne suis pas seule, mais avec une invitée qui n'est autre que Alicia Sicardi, diététicienne nutritionniste, auteure du livre L'alimentation intuitive, paru aux éditions Le Duc. Son nom vous est sûrement familier si vous avez écouté les épisodes précédents du podcast, parce que je la mentionne souvent, son livre est une vraie mine d'or en termes d'information, à l'image d'ailleurs de cet épisode dans lequel j'ai pu poser plein de questions sur la régulation, le signaux corporel, etc. Enfin, vous allez voir. Cet épisode est assez dense et très complet, à la E égale M6, avec des concepts scientifiques de partout, mais hyper bien expliqués, hyper bien vulgarisés par Alicia. Donc j'espère que vous allez apprendre plein de choses et que ça va vous intéresser, mais aussi peut-être que ça va participer à la déconstruction ou à dégommer certaines idées reçues au passage. J'arrête de parler et je vous laisse avec notre échange avec Alicia. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alicia Sicardi, qui est diététicienne nutritionniste. Alicia, donc j'en parle souvent dans mes épisodes de son livre, donc l'alimentation intuitive, qui est paru récemment. Comme je voulais faire des épisodes qui étaient axés sur les signaux corporels, je me suis dit pourquoi pas inviter l'experte en la matière. Donc voilà Alicia, qui est ici dans mon salon, et que je suis ravie du coup d'accueillir pour cet épisode. Voilà, donc Alicia, donc si tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas. Bonjour Juliette, bonjour à tous. Effectivement, comme tu l'as dit, je suis diététicienne nutritionniste de formation initiale. J'ai exercé durant 3 ans, 4 ans quasiment en libéral, dans la prise en charge des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, donc principalement de l'anorexie mentale, de la boulimie, de l'hyperphagie. Et j'ai clos cette carrière au début de l'année, là en janvier, j'ai cessé mon activité en libéral pour me consacrer à 100% à ma thèse que je fais dans un laboratoire de neuro-endocrinologie et où j'étudie le comportement alimentaire, mais au niveau vraiment physiologique et physiopathologique, comment ça se passe dans le corps et principalement dans le cerveau. Et du coup, je pense que tu pourras bien répondre aux questions que je veux te poser. Alors, j'espère. Pour la première partie de cet échange, j'aimerais discuter avec toi de la faim, de la satiété, du rassasiement et comment biologiquement ça se manifeste dans le corps. Donc si tu peux me dire déjà, pour la faim du coup, comment ça se manifeste Alors, quand on a faim dans le corps, on a une diminution de nos réserves énergétiques et on a notamment alors quand on a une faim physiologique, hein, j'entends, là j'ai vraiment un creux dans l'estomac, la gorge qui devient sèche, ou au contraire qui salive, la gorge qui se noue, un petit étourdissement quand j'ai faim physiologiquement. En fait, ça s'explique par mon estomac va sécréter une hormone qui est considérée comme étant l'hormone de la faim, mais en fait elle a d'autres rôles, qui va arriver dans mon cerveau et qui va lui signaler qu'il a besoin de manger. Et donc du coup le cerveau va mettre en route des processus qui vont nous conduire à une prise alimentaire. Donc ça c'est ce qui nous donne faim. Je vais aller manger, je prends mon repas et mon repas va être assimilé. Au bout de quelques bouchées, on arrive à un effet qui s'appelle la satiation, c'est-à-dire l'arrêt de la faim. On n'a plus ces signaux de faim, ils ont disparu. Généralement, c'est au bout vraiment de quelques bouchées, donc si on s'est arrêté là, on n'a plus faim, mais ça veut pas dire qu'on a fini notre repas. Moi j'ai lu dans le livre Oser manger de Jean-Philippe Zermati, en fait il disait que limite les 3/4 de notre repas, à peu près, enfin à la louche, hein, je sais même pas si elle a dit ça, mais qu'en gros une bonne partie de notre repas se passait au final quand on n'avait pas faim. Ben c'est vrai, mais il suffit de vous observer. Ce soir, vous allez manger votre dîner quand vous allez avoir faim et vous allez regarder ce qui se passe au niveau de votre sensation de faim. Vous allez vous rendre compte qu'au bout de 3 fourchettes, elle a complètement disparu ou quasiment complètement disparu. Si vous arrêtez de manger là, je peux vous assurer que vous allez manquer de nutriments, vous n'avez pas apporté assez. C'est juste la communication, ça c'est la régulation de l'appétit à court terme, c'est directement l'intestin a senti ce qui se passait et a envoyé des signaux au cerveau. Et en tout cas, votre intestin perçoit la quantité et la qualité de votre repas et il informe le cerveau.
à très court terme, de manière à quasiment immédiate après les premières bouchées. Et là, la sensation de faim disparaît, puisque vous avez des trucs dans l'estomac. Et qu'il y a déjà du glucose qui commence peut-être à passer dans votre sang, la glycémie à remonter, etc. Donc ça, c'est les effets à très 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 court terme. Mais au cours du repas, vous avez peut-être encore envie de manger, c'est complètement normal. Donc oui, je suis d'accord avec lui. Et c'est normal. Ça veut pas dire qu'il faut s'arrêter de manger, et c'est pour ça que quand on dit on mange quand on a faim, on arrête quand on a plus faim, ouais, mais non. Parce que sinon on mange plus rien. Ouais, voilà. Et c'est pas physiologique du tout, puisque encore une fois, les zones qui contrôlent la satisfaction gustative, elles sont impliquées dans la régulation de la prise alimentaire de manière complètement physiologique et normale. Si on les a pas, on mange pas assez, on meurt. Tout simplement. À long terme, certes. Non, mais en tout cas, on n'est pas en bonne santé et on n'a pas ce qu'il faut pour tenir, on manque d'énergie et c'est pas bon pour l'organisme. C'est pas pour rien que ça existe les envies de manger. C'est pour ça qu'il faut faire attention à je mange quand j'ai faim et j'arrête quand j'ai plus faim, parce que c'est pas si simple que ça. Directement, les aliments, quand ils sont dans l'intestin, il y a une communication directe avec le cerveau, où l'intestin dit au cerveau, il y a des trucs dans le ventre, donc il n'y a plus besoin d'envoyer des signaux de faim. Et donc là, on a satiation, un terme qui est très peu employé, mais qui dit l'arrêt de la faim. Je n'ai plus faim. Mais ça veut pas dire que je suis rassasiée. Donc, je continue à manger. Et c'est bien parce que l'arrêt du signal de faim ne veut pas dire que j'ai assez apporté de nutriments pour compenser mes besoins énergétiques. Le cerveau, à long terme, il sait à peu près le nombre de réserves qu'on a dans l'organisme, et donc du coup, il va ajuster la prise alimentaire en fonction. Et donc, pendant mon repas, il va avoir recours à un effet de satisfaction. Et là, le plaisir alimentaire, il rentre en compte, et on va avoir envie de continuer à manger jusqu'à ce qu'on soit rassasié. Et ce rassasiement, il est progressif, c'est-à-dire qu'il arrive au cours du repas, et spécifique. C'est-à-dire que je peux avoir mangé mon plat de bœuf bourguignon avec mes pommes de terre, et avoir envie d'un dessert derrière. Ça veut pas dire que c'est de la gourmandise, ça peut être un appétit spécifique. On est rassasié pour le plat principal, mais on n'est pas rassasié pour le dessert. Et ça s'explique d'un point de vue parfaitement biologique aussi. C'est pas de la... Enfin, il y a de la psychologie, bien sûr, mais il y a de la physiologie. C'est-à-dire que dans mes pommes de terre et ma viande, il y avait peut-être pas assez de glucose, par exemple, par rapport à ce dont mon corps a besoin. Donc, il va manifester une envie d'avoir un dessert sucré pour être sûr d'avoir sa dose de glucose, parce que depuis l'enfance, il a emmagasiné que le muffin, il y avait des glucides dedans. Il a mis étiquette glucides sur muffin, donc il va vous donner envie de muffin pour avoir ces glucides parce qu'il sait que c'est là qu'on les trouve, par exemple. Et ça, c'est donc le rassasiement, c'est la diminution de l'envie de manger au cours du repas, de manière globale, pour le repas global, mais aussi pour des aliments spécifiques dont le corps avait besoin. Sachant que là, moi, je parle des grandes classes de nutriments, matières grasses, sucre et protéines, mais ça vaut aussi pour des micronutriments. Vous pouvez avoir un beau jour, avoir envie de radis, parce que vous avez un truc, il y a un minéral dans les radis dont vous avez besoin, et du coup, ça vous provoque une envie de radis. Ça peut être un peu perché comme explication, et je l'explique peut-être de manière très simple, mais ça s'explique très bien physiologiquement. Ouais. D'ailleurs, dans l'épisode où je parlais du rassasiement, je parle du rassasiement sensoriel spécifique. Pareil, j'avais pris l'exemple de la viande rouge pour le faire, ce genre de choses. Oui. Enfin... Alors, après, ça dépend aussi de l'alimentation qu'on a eue depuis qu'on est tout petit. Ouais. Encore une fois, toute la construction que l'on a pendant notre enfance, de notre rapport à l'alimentation, tant d'un point de vue psychologique que physiologique, nos goûts se développent. Le corps emmagasine en fonction de l'alimentation que j'ai le plus eu quand j'étais petite que je trouve tel nutriment dans tel aliment. Ça, c'est hyper important, on n'en parle jamais, mais la construction des étiquettes que met le cerveau sur les aliments, ça se fait pas mal pendant l'enfance. Enfin, même à 100% pendant l'enfance. Et ça s'adapte après au cours de la vie. À partir de nouveaux aliments qu'on consomme, il va étiqueter de nouveau. Oui, voilà. C'est pas juste tout se joue dans l'enfance et après c'est fini. Si t'as pas mangé de sauce soja dans l'enfance ou je sais pas. Oui, voilà. Il y a une adaptation en fonction des découvertes culinaires qu'on va faire pendant notre vie. Et ça, donc, du coup, c'est le rassasiement. Quand j'ai fini, que je suis satisfait gustativement, je suis rassasiée, et là, je n'ai plus faim et je n'ai plus envie de manger. Et après, il y a la période entre j'ai fini mon repas et j'ai ma prochaine sensation de faim. Là, je n'ai pas faim, c'est différent de je n'ai plus faim. Je n'ai plus faim, c'était la satiation, et je n'ai pas faim entre deux repas, et bien c'est la satiété.
qu'on confond souvent, on la met pas au bon endroit et il n'y avait pas de consensus sur ces termes-là, c'est très récent, je crois que ça date d'il y a 1 ou 2 ans, il y a eu un comité scientifique qui travaille sur le comportement alimentaire, qui a défini ces mots pour ces différentes étapes de la prise alimentaire. Ok, donc c'est vraiment satiation, rassasiement, satiété. Et satiété, Oui. c'est vraiment à la... C'est entre 2 repas. C'est entre 2 repas, mais du coup... Quand j'ai pas faim entre 2 repas. Et après, ce qui va se passer, c'est que ce que j'ai assimilé pendant mon repas va être utilisé à des fins énergétiques dans mon corps. Quand ces réserves vont être épuisées, il y a une information qui va arriver au cerveau pour lui dire, il y a plus assez de nutriments. Ce qui se passe physiologiquement, en fait, c'est une légère variation de la glycémie. Il y a une diminution du sucre dans le sang. Pourquoi ? Parce que les cellules ont utilisé tout le glucose qu'on avait apporté pendant le repas et les réserves qu'on avait dans le foie sont épuisées aussi. Donc on n'arrive plus à remettre du sucre dans le sang pour maintenir la glycémie constante. Et ça c'est perçu au niveau du cerveau et c'est comme ça qu'est déclenchée la sensation de faim. Il y a aussi la gréline qui est sécrétée en réponse à ça et qui va dire au cerveau qu'on a plus de réserves. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on facilite l'explication souvent en disant que c'est la gréline, c'est l'hormone de la faim qui va nous donner faim. Mais c'est pas complètement vrai, la gréline elle régule ça à long terme. La principale chose qui va déclencher du coup la prise alimentaire pour un repas, ça va être la diminution de la glycémie. Comment se passe une prise alimentaire du coup dans le corps ? Qu'est-ce qui se passe niveau cerveau, niveau corporel ? Comment se régulent aussi les prises alimentaires ? Quand on a faim, quand on n'a plus faim, d'un point de vue parfaitement primaire, c'est vraiment une communication entre des signaux qui sont émis par le corps pour dire il y a suffisamment de réserves ou il n'y a pas suffisamment de réserves, qui vont être envoyés au cerveau, qui lui va ajuster donc du coup notre comportement, qui va être dirigé soit vers un arrêt de la prise alimentaire s'il y a assez de réserves, soit vers de la recherche alimentaire s'il y a besoin de manger et qu'il n'y a pas assez de réserves. Donc ce dont on parle le plus fréquemment et qui est quand même la base de la régulation de l'homéostasie énergétique, c'est-à-dire que on apporte des apports qui sont égaux à nos dépenses énergétiques, et bien ça repose sur notamment notre quantité de matière grasse. C'est notre principale réserve que nous avons dans le corps et qui assure à l'organisme qu'on a suffisamment de quoi tenir pendant plusieurs jours, qu'on n'est pas en danger d'un point de vue réserve. Il y a la matière grasse et il y a aussi une réserve de sucre, de glucose exactement, qu'on trouve dans le foie et qui est mobilisable si jamais il y a besoin de trouver du sucre pour alimenter notre corps et principalement notre cerveau. Alors, imaginons que là, je viens de sortir d'un repas. Ce qui se passe, c'est que quand j'ai mangé, j'ai des nutriments qui sont contenus dans mes aliments, qui sont arrivés dans mon intestin et qui sont passés de mon intestin dans mon sang. Et dans le sang, ces nutriments, ça va être des matières grasses, des sucres ou des protéines. Les sucres vont être envoyés aux cellules qui en ont besoin, qui vont les utiliser pour fabriquer de l'énergie et bien fonctionner. S'il y a trop de sucre, c'est pas grave, il va être stocké dans le foie, pour faire une réserve pour plus tard dans la journée, parce que quand les cellules ont de nouveau besoin de fonctionner, avant de dire qu'elles ont faim, elles vont aller puiser dans les réserves pour s'alimenter, c'est-à-dire dans les réserves du foie. Deuxièmement, ce qui se passe, c'est que s'il y a trop de sucre, ce sucre est converti en matière grasse et va être donc logé dans nos tissus adipeux pour, si jamais il y a besoin de mobiliser des réserves, à plus long terme. Par exemple, si je peux pas manger pendant 2 jours, ou pour les réserves qu'on aura besoin dans la nuit, 12 heures de jeûne dans la nuit, on va utiliser les matières grasses qui sont mises en réserve. Les matières grasses, elles vont être stockées directement dans le tissu adipeux, ou elles peuvent aussi être utilisées à des fins énergétiques s'il y a besoin. Elles sont stockées dans le tissu adipeux pour, comme je l'ai dit par exemple tout à l'heure, la nuit, on mange pas normalement, et donc du coup le corps a quand même besoin de fonctionner, il se met pas à l'arrêt total, notre cœur bat, nos poumons respirent, et donc du coup il faut mobiliser de l'énergie, et les matières grasses sont capables de redevenir du sucre pour être utilisées par les cellules pour former de l'énergie qui nous permettent de maintenir nos dépenses au repos, c'est-à-dire respirer, battre le cœur, tous les trucs vitaux. Et ça, les protéines, elles sont pas stockées, donc elles sont utilisées, elles sont décomposées en acides aminés et puis sont utilisées tout de suite par les cellules qui en ont besoin et l'excédent est éliminé. Ça, c'est la base du métabolisme énergétique. Maintenant, comment c'est perçu par notre cerveau ? C'est très simple. Il y a des signaux corporels qui vont dire à notre cerveau on a assez de réserves ou on n'en a pas assez.
La plus connue, c'est la leptine. C'est une hormone qui est fabriquée par le tissu adipeux, donc par notre matière grasse, et qui circule proportionnellement dans notre sang à notre pourcentage de masse grasse. Ça indique vraiment la quantité de masse grasse qu'on a en réserve. Et cette leptine, elle est capable de passer du sang jusque dans le cerveau pour aller activer des neurones cibles qui se trouvent dans l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est une petite organe qui est à la base du cerveau et qui régule plein de fonctions, notamment la prise alimentaire, la dépense énergétique, mais aussi des cycles de sommeil, la soif, la température corporelle et plein d'autres choses. Et donc cet hypothalamus a dans un de ses noyaux, qui est le noyau arqué, 2 populations de neurones principales. Il y en a une qui va recevoir quand elle va recevoir la leptine, va s'activer et va dire à l'ensemble du cerveau, on a suffisamment de réserve, il n'y a pas besoin de manger, et qui va inhiber les neurones qui normalement donnent faim. Ça, c'est pour la satiété. C'est pour dire, j'ai pas faim, il n'y a pas besoin de manger. D'un autre côté, on a au niveau de l'estomac une autre hormone qui est fabriquée qui s'appelle la gréline. Et elle, c'est une hormone qui va être pareil, capable d'être sécrétée dans le sang, d'arriver dans le cerveau et d'activer des neurones dans la même partie, le noyau arqué de l'hypothalamus, qui, elle, déclenche un comportement alimentaire qui est dirigé vers la prise alimentaire. Donc, quand on a faim. Donc en fait, le corps, c'est vraiment une opération de stockage et de déstockage permanent, en fait. Oui. Et c'est pour ça que les réserves alimentaires, que ce soit dans le tissu, principalement dans le tissu adipeux, mais aussi en sucre, dans le foie, sont ultra importantes. Notre cerveau, il se nourrit d'environ 120 grammes de glucose par jour. Ouais. Et par l'alimentation, donc on apporte ce glucose, mais quand le glucose passe de l'intestin vers le sang juste après la digestion, il fonce pas directement au cerveau. D'abord, il va nourrir toutes les cellules qui en ont besoin, et après, l'excédent va être stocké. Mais il faut savoir que ce glucose, quand il arrive dans notre sang, il rentre tout de suite dans les cellules, il reste très peu dans le sang. C'est de l'ordre d'une demi-heure, enfin là, on a un pic de glycémie, c'est-à-dire le glucose qui augmente dans notre sang, mais il y a des mécanismes hormonaux qui font qu'il reste très peu de temps, il est rapidement soit envoyé dans des cellules pour être utilisé, des cellules qui en ont besoin, soit stocké dans le foie pour faire une réserve. Puis entre 2 repas, on a besoin de réserve, parce qu'entre 2 repas, généralement, soit on bouge, soit on travaille et donc on a une stimulation intellectuelle, on fait une activité, ou bien on dort, mais quand on dort, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'arrête pas de respirer, on n'arrête pas de faire battre notre cœur, et ça nécessite de l'énergie, et donc du coup il faut une forme d'énergie qui nous permette d'avoir cette énergie. Ouais. Et cette forme d'énergie, c'est le glucose qui est transformé dans les cellules en ATP, et l'ATP qui est notre source d'énergie principale, de fonctionnement. Le glucose, principalement, est nécessaire pour nous donner de l'énergie à court terme, c'est-à-dire entre le petit déjeuner et le déjeuner par exemple. Après, au-delà de ça, c'est les mécanismes du gène. Quand les réserves de glucose sont épuisées dans notre sang, dans les cellules, dans notre foie, on en a aussi en réserve dans notre muscle, mais on peut pas les utiliser, celles-ci, on peut pas, une fois qu'elles sont rentrées dans le muscle, les molécules de glucose, on peut pas les remettre dans le sang pour être utilisées pour autre chose. Les muscles, il est égoïste, il les garde pour son activité physique à lui. Donc, il nous faut un autre carburant. Cet autre carburant, c'est les matières grasses. C'est à peu près à partir de 12 heures, entre 12 heures et 24 heures qu'on commence. Ça dépend des réserves, ça dépend de la physiologie de chacun, ça dépend des activités qu'on a eues entre temps. Mais entre 12 et 24 heures, on commence à utiliser des matières grasses à des fins énergétiques. En fait, c'est très simple. Les matières grasses et d'autres substrats énergétiques sont capables de redonner du sucre. Du sucre qui va pouvoir être utilisé par les différents organes du corps pour refonctionner. Et donc, du coup, si on n'a pas ces réserves, on peut pas remétaboliser du sucre. Et donc, du coup, on meurt s'il n'y a pas d'énergie disponible. On va utiliser d'autres substrats énergétiques et ça là il y a une autodestruction du corps. C'est ce qu'on observe dans les jeûnes longs, donc à partir de entre 15 et 21 jours de jeûne où on n'a pas du tout mangé. Généralement chez une personne qui était bien portante et normopondérée au début, c'est à peu près le temps qu'il faut, entre 15 et 21 jours, voilà, pour épuiser les réserves de matière grasse. Et là le corps n'ayant plus de réserves, il va aller taper dans autre chose. Et souvent, c'est dans les protéines. Parce qu'il y a des acides aminés qui sont capables d'être transformés en sucre et être utilisés pour le cerveau. Et pour faire fonctionner le corps de manière générale. Et les protéines, c'est les constituants de nos cellules, c'est les constituants de nos muscles. Donc le corps va aller attaquer. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit chez les personnes qui sont dénutries. Il y a une fonte musculaire parce qu'en fait, les protéines, les acides aminés des protéines des muscles sont utilisés pour fabriquer du glucose et du coup nourrir notre corps. Mais ça, c'est vraiment à long terme. Il y a une dénutrition qui est prononcée, qui est là depuis un moment. D'accord. Entre les deux, il y a un autre mécanisme, c'est la formation de corps cétonique, ce qu'on appelle la cétogénèse. Et là, c'est principalement des matières grasses qui sont capables d'être transformées en corps cétonique. Le cerveau est capable de les utiliser, ce qu'il y a, c'est que c'est pas bon à long terme.
D'accord, voilà. Donc le régime keto, faut éviter ça. Enfin, ça dépend parce que le régime cétogène, il a été prouvé qu'il est excessivement efficace, par exemple, et nécessaire même pour des enfants qui souffrent d'épilepsie, par exemple. Il y a toujours une mesure à prendre quand on parle de régime, de savoir dans quel cas, pour quelle population, si c'est madame et monsieur tout le monde qui veut perdre du poids, non. Les corps cétogènes sont toxiques. Sauf pour certaines populations, je donne l'exemple des enfants épileptiques, il y a d'autres cas, mais et pour eux c'est hyper bénéfique. C'est vrai que le mot régime est souvent galvaudé parce que il y a régime en tant que mode d'alimentation pour certaines pathologies et il y a aussi les régimes amaigrissants, et donc souvent le régime cétogène pour le coup, il est maintenant détourné un peu pour la perte de poids. Oui, c'est comme beaucoup de choses, hein. On parle du jeûne par exemple, il y a du jeûne thérapeutique qui peut être utilisé comme du jeûne pour un mode de vie sain, et enfin les gens pensent qu'en jeûnant ils ont un mode de vie sain et qu'ils vont perdre du poids, ceci, cela. Ça peut même être l'inverse, déjà ça dépend comment c'est mené, ça dépend comment c'est fait. Il y a les régimes paléo, il y a énormément de choses qui sont possibles en termes de régime et qui sont souvent à la mode pour une raison ou pour une autre, qui sont pas justifiées pour moi, pour madame et monsieur tout le monde. Et là, quand tu parles du fait que le corps attaque un peu les muscles quand il y a une longue période de jeûne, etc., est-ce que ça aussi on peut l'observer dans les régimes ? Parce que ça peut arriver que dans les régimes on a cette fonte musculaire, mais du coup comment on peut l'expliquer ? L'utilisation des acides aminés dans le corps à des fins énergétiques, c'est quand vraiment il y a une dénutrition qui est installée. Il y a certains cas de régime hypocalorique où le corps manque de réserves alimentaires, et oui, les protéines étant une source de nutriments, on peut les utiliser à des fins énergétiques, mais le corps va privilégier d'abord les matières grasses. Ce sera chez des personnes qui auront une masse grasse insuffisante qu'il va y avoir l'utilisation des protéines à des fins énergétiques dans le corps. Maintenant, pendant les régimes, on observe souvent une perte de masse maigre, parce que quand on perd du poids, on ne peut pas cibler que la perte de masse grasse. Donc si on fait pas de sport, qu'on n'a plus de matière grasse, on peut aller taper dans la masse musculaire. Et puis à côté de ça, il y a aussi les régimes qui sont associés à l'activité physique. Quand on n'apporte pas assez de nutriments et qu'on va taper dans le muscle, de par un exercice physique qui est intense pour amorcer la perte de poids ou à continuer la perte de poids, la perte de masse musculaire, elle peut s'expliquer à cause du sport. Parce que le sport va créer des lésions dans le muscle, c'est le principe du sport. Pour quelqu'un qui s'alimente normalement, c'est pas grave parce qu'on apporte des acides aminés qui vont venir réparer, solidifier, voire faire prendre en volume le muscle. Ok. Mais dans un contexte d'apport calorique insuffisant, la quantité de protéines ou la quantité de nutriments en général ne va pas être suffisante pour venir combler ces lésions. Même si vous mangez énormément de protéines. Parce que les acides aminés, quand vous digérez, les protéines sont dégradées en acides aminés, ils passent dans le sang, ils vont au muscle, mais là, pour reconstituer le muscle, ils doivent être retransformés en protéines. Et ça coûte de l'énergie. D'accord. Et si vous n'avez pas en parallèle du glucose ou des matières grasses pour synthétiser cette énergie, eh bien, il n'y a pas d'énergie pour reconstituer les acides aminés en protéines et pour réparer votre muscle. Donc, il y a une fonte musculaire. C'est étrange parce que souvent dans les régimes, justement, ils compte sur le sport en fait en disant voilà, si vous faites du sport, tant que vous faites du sport, vous n'aurez pas de fonte musculaire. À condition qu'il y ait des apports énergétiques suffisants à côté. Et au final, la plupart des personnes entendent pas cette fin de phrase. Parce que si vous vous mettez au sport et en hypocalorique vraiment restrictif, non, vous n'avez pas assez de nutriments pour reconstruire le corps après le sport. Donc non, ça marche pas. Je pense qu'aussi il y a cette illusion de je vais gagner que du muscle et pas forcément... On peut pas cibler ça. On peut pas cibler ni la prise musculaire, ni la perte de masse grasse. D'ailleurs, les sportifs à catégorie de poids, ou même les sportifs de haut niveau, par exemple, en général, le savent très bien. Et donc, du coup, pendant la prise de masse, ils ont pris du gras et du muscle, mais plus de muscle que ce qu'ils voulaient prendre initialement, parce qu'ils savent qu'il va y avoir une départition quand ils vont faire leur sèche. Les sportifs le savent. Mais ça, madame et monsieur tout le monde qui veut être sec, veut ne pas avoir de matière grasse, ne le sait pas forcément, et donc du coup va manger des hypocaloriques et faire beaucoup d'activités physiques, et la balance elle est pas équilibrée, et donc du coup le corps ne se répare pas comme il faut. D'où la fonte musculaire, qui est faut vraiment pousser et aller vers des régimes hyper restrictifs pour avoir une grosse fonte musculaire. Puis c'est réversible. Ouais, alors après, le corps, c'est une belle machine qui est bien faite. Mais oui, c'est réversible. Mais par contre, ça use le corps. C'est pas bon pour l'organisme. Et c'est pas un chewing-gum. C'est pas un chewing-gum.
C'est vrai que du coup, comme on parlait de régime un peu cétogène, là on parle aussi du fait qu'on essaie d'appliquer des conseils un peu sur le sport, etc., sur l'activité sportive, qui sont plus pertinents pour une certaine population qui fait de l'haltérophilie, qui fait du sport intensif. Enfin, c'est quand même dangereux, je trouve, ce côté-là aussi de la culture des régimes qui s'immisce un peu et qui, au final, détourne des concepts, des mécanismes qui sont dédiés à une population pour, au final, la population de, comme tu disais, monsieur, madame, tout le monde, et qui fait des dégâts, quoi. C'est la base des régimes. C'est la base de l'industrie des régimes, parce que si on regarde toutes les recommandations, parfois, il faut pas manger de féculents, et d'ailleurs, c'est même pas vrai, mais ça, c'est des conseils qui découlaient initialement pour les diabétiques. Maintenant, on est revenu dessus, les diabétiques, on leur dit toujours de panacher les légumes et les féculents pour panacher, c'est-à-dire faire moite-moite, parce que on sait qu'ils ont besoin d'énergie, mais que les fibres des légumes vont venir tamponner l'absorption des glucides, enfin bon. En fait, les conseils de régime qu'on donne aujourd'hui, c'est à la base des recommandations pour des populations de personnes avec des besoins spécifiques qui ont une pathologie ou qui ont ceci ou qui ont cela et que maintenant on applique à tout le monde. Je veux dire, la nutrition, c'est du cas par cas. On n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous le même fonctionnement, et si on prend 2 sœurs jumelles, elles auront pas le même fonctionnement non plus. Parce que d'un point de vue génétique, elles peuvent être identiques, mais il y a toutes les expériences de vie, il y a tout ce qui est épigénétique aussi, donc c'est-à-dire la modification des gènes en fonction de leur environnement. Il y a tout ce qui va être microbiote en fonction de leurs activités, en fonction de ce qu'elles mangent, en fonction de leur stress qui peut être différent. Et ça, on n'en tient absolument pas compte dans les calculs de ration ou dans les calculs de métabolisme énergétique pour dire à une personne il faut que tu manges tant de calories. Tous ces facteurs-là, ils sont pas pris en compte. La nutrition, pour moi, c'est de l'adaptation au cas par cas. Et pour s'adapter au cas par cas, c'est de l'adaptation à soi-même. Et pour s'adapter à soi-même, c'est apprendre à se connaître, et c'est apprendre à connaître son propre fonctionnement, et se faire confiance. Faire confiance à son corps, à ses signaux corporels, à sa faim, à sa satiété, parce que comme on l'a dit un petit peu de manière physiologique au début, le corps s'ajuste à notre consommation et à notre environnement, et à nos dépenses énergétiques, à notre stimulation intellectuelle, à tout ça. À l'endroit dans lequel on vit, s'il fait 40 degrés ou s'il en fait moins 15, le corps adapte son métabolisme. Et donc du coup, la source la plus fiable pour indiquer qu'il faut amorcer une prise alimentaire ou la terminer, c'est soi-même, quand tout va bien. Chez des personnes qui ont des pathologies ou qui ont des signaux corporels qui sont complètement dérégulés, j'entends bien que c'est pas forcément la même solution, qu'ils ont peut-être besoin d'un cadre, besoin d'apprendre à reconnaître ces sensations à nouveau. Il y a des personnes pour qui c'est pas possible de revenir à une reconnexion à ces signaux parce que ça a été trop dérégulé ou parce qu'il y a une pathologie sous-jacente qui fait que on peut pas les sentir. Mais quand tout va bien, l'idéal c'est quand même de se fier à soi plutôt qu'à une source exogène de calculs savants qui prennent pas tous les paramètres en compte. Et du coup, peux-tu aussi nous expliquer comment est régulé notre poids ? Parce que tu parles d'adaptation au cas par cas, le corps qui s'adapte, etc. Et du coup, comment le corps un peu gère le poids et le pondérostat Alors, la première chose, c'est des facteurs génétiques. Il y a des gènes qui ont été clairement identifiés et impliqués dans notre poids. Par exemple, on sait que dans l'anorexie mentale, il y a des gènes de prédisposition à un poids bas. Dans l'obésité, on a des gènes de prédisposition à un poids plus élevé. Finalement, en fait, quand on est prédéterminé à avoir un certain poids à l'âge adulte. C'est complètement inhérent au corps. C'est quelque chose sur laquelle on peut pas avoir main mise. Et s'il n'y a pas de pathologie et qu'il y a un comportement alimentaire, j'ai envie de dire serein, pendant l'enfance, l'adolescence, le poids se stabilise à l'âge adulte à un poids qui était génétiquement prédéterminé. Sachant que ça, c'est dans le monde des bisounours. Après, il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en ligne de compte et qui peuvent moduler ça. Le poids, chez un homme, par exemple, il est plus stable que chez une femme. Pour des questions hormonales. La femme a des cycles, enfin en tout cas les personnes menstruées ont des cycles hormonaux qui font que, généralement, on peut prendre un petit peu de poids autour des règles, poids qu'on perd à la fin des règles, de manière complètement naturelle et sans avoir de contrôle dessus, sans manger plus, manger moins. C'est complètement régulé de manière naturelle. Par contre, il y a un exemple qui s'applique à tout le monde, aux hommes comme aux femmes, c'est les cycles été-hiver. En fonction de la température extérieure, en fonction des besoins énergétiques du corps pour réguler la température
du corps par rapport à la température extérieure, on a des besoins alimentaires qui sont différents et donc du coup on a tendance à prendre du poids en hiver et à le perdre naturellement quand il fait plus chaud, sans contrôler ça. Normalement, le comportement alimentaire s'adapte de lui-même en choisissant des aliments, en nous indiquant qu'il a besoin d'aliments plus légers en été et plus riches en hiver pour s'adapter à la température. C'est logique, quand il fait chaud, on est déshydraté, on va avoir envie d'aliments qui sont plus riches en eau et ça va être principalement des fruits et des légumes. Je caricature à l'extrême, je sais qu'il y en a qui ont envie de tartiflette en plein mois d'août et il y a rien d'anormal là-dedans non plus, il y a une question d'envie alimentaire aussi qui joue, mais on tient compte que des besoins physiologiques, ça peut s'expliquer par là. Et en hiver, il va falloir fabriquer de la matière grasse qui est un isolant thermique pour contenir la chaleur dans le corps avec le moins d'efforts possible. Donc le corps va être plus dirigé vers des nutriments qui sont riches. Donc ça va être des matières grasses, des glucides principalement. Ça veut pas dire, encore une fois, qu'on peut pas avoir envie d'une bonne salade en hiver et qu'on peut pas avoir envie d'une tartiflette en été. Ouais, tu me rassures pour mon envie de fondue en août que j'ai eu. Mais en fait, là, du coup, ça détient même plus. Ça peut venir de deux choses. Ça peut venir de la partie hédonique de l'alimentation dont on n'a pas parlé. Là, on a parlé de la régulation homéostasique, donc c'est-à-dire purement physiologique, basée sur j'ai des réserves et j'ai des besoins et mon corps et mon cerveau communiquent pour s'adapter à ça. Mais l'alimentation, elle est aussi régulée par un comportement hédonique, c'est-à-dire plaisir, qui est parfaitement physiologique. Dans le cerveau, on a plusieurs circuits qui gèrent l'alimentation. On a parlé de l'hypothalamus pour faire simple tout à l'heure, mais il y a d'autres choses. À l'arrière du cerveau, on a une petite zone qui s'appelle le noyau du tractus solitaire, qui lui détecte directement les signaux qui sont dans notre intestin avant même qu'ils soient ingurgités et qui passent dans le sang. Enfin, l'acte, intestin-cerveau. Donc lui, il est impliqué dans plein de phénomènes physiologiques, mais quand on mange, au fur et à mesure qu'on mange, il reçoit des informations qui viennent de l'intestin, qui va lui permettre d'évaluer la quantité et la qualité, et il va pouvoir envoyer ces informations au reste du cerveau en lui disant, par exemple, si on a un repas qui est riche en calories, qui est riche en matières grasses, qui est riche en sucre, il va envoyer l'information à l'hypothalamus de « oh bah là on a des quantités importante par exemple et un nombre de calories important qui arrive et il fait partie de la satiété. On diminue la prise alimentaire, on diminue l'envie alimentaire et du coup on diminue la prise alimentaire. Ça fait partie des phénomènes qui expliquent la faim du repas. Et c'est progressif, de manière progressive, directement en communiquant avec l'intestin. Après, il y a d'autres zones qui sont impliquées. Je reviens à ce que je disais sur le plaisir alimentaire. On a les circuits de la récompense. Les circuits de la récompense, pourquoi je les mets au pluriel? C'est parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y en a plusieurs et qu'il n'y en a pas qu'un. Celui qui est impliqué dans la prise alimentaire, c'est le circuit mésocortico-limbique, donc qui fait appel à plusieurs zones dans le cerveau. L'aire ventrale tegmentale qui contient les neurones à dopamine, qui sécrètent de la dopamine. La dopamine va aller au niveau d'un petit noyau qu'on appelle le noyau accumbens et qui, lui, va en réponse à de la dopamine sécréter des opioïdes qui sont responsables de la sensation de bien-être qu'on peut ressentir quand on mange un produit sucré que l'on apprécie. Et après, on a le cortex préfrontal qui nous permet de prendre conscience de ces ressentis-là et donc du coup qui permet de dire « je prends du plaisir à manger ça ». Donc ça, c'est les circuits de la récompense. Il est stimulé quand on mange quelque chose que l'on aime. Mais aussi quand on mange quelque chose que l'on n'aime pas, parce qu'il est impliqué dans les aversions alimentaires, et ça on a tendance à l'oublier. Souvent on se dit « ah bah si je pouvais faire taire mon circuit de la récompense, j'aurais pas envie de chocolat, et du coup je maigrirais ». Oui mais non, parce que vous auriez aussi envie de vous empoisonner avec des trucs qui ont un goût pas bon, ou que vous... Voilà, les aversions alimentaires, elles sont pas là pour rien, et ce système fait partie aussi d'une régulation des aversions alimentaires. Et ce circuit de la récompense, donc, il a emmagasiné depuis votre enfance des aliments qui sont réconfortants, des aliments qui vous font plaisir, des aliments dont vous avez envie d'avoir la motivation d'aller chercher pour vous nourrir. Et il y a deux choses, donc du coup là-dedans. Plaisir, je suis contente de manger, et c'est important, mais aussi motivation. Et ça, on l'oublie souvent aussi. Vous pouvez avoir autant faim que vous voulez, si vous n'avez pas la motivation d'aller chercher à manger, vous n'irez pas chercher à manger et vous mourrez même si vous avez faim. Donc c'est pour ça que le système de récompense, il est impliqué directement dans la prise alimentaire et dans sa régulation physiologique. C'est parce que s'il n'était pas là, on aurait les sensations de faim,
mais on n'aurait pas la capacité de se lever et d'aller chercher à manger. Et ça, aujourd'hui, vous allez me dire, oui, mais c'est pas grave, j'ai juste à me lever, aller dans mon frigo si j'ai faim. Et c'est vrai que c'est facile. Donc il a moins d'intérêt aujourd'hui. Oui, il y a Deliveroo si j'ai même la flemme de faire la cuisine. Il y a moins d'intérêt dans nos sociétés actuelles, je l'entends bien. Mais si vous remontez à pas si longtemps que ça, hein, à 200, 300 ans, et même je pense qu'on peut remonter aux périodes de guerre, hein, quand il fallait aller creuser le sol pour trouver des pommes de terre, si vous aviez pas la motivation de le faire, d'affronter le froid, d'aller chasser votre poisson ou votre gibier quand les supermarchés n'existaient pas, et ben vous y alliez pas. Donc le système de motivation, il est impliqué dans la prise alimentaire depuis de nombreuses années et il est expliqué notamment par le fait qu'il fallait avoir de la motivation à aller chercher à manger. C'est des connexions qui sont très fines, très étroites, qui sont indissociables. Là, j'ai parlé de plaisir alimentaire, d'activité physique, de régulation homéostasique de l'alimentation, de motivation. Et il y a quelque chose qui revient souvent dans la prise alimentaire, c'est les émotions aussi. Il faut savoir que notre circuit de récompense et les circuits homéostasiques, hypothalamus, le système de la récompense sont aussi en connexion étroite avec des zones qui génèrent et qui régulent les émotions d'un point de vue biochimique. Donc, la prise alimentaire émotionnelle est naturelle, puisque les circuits qui contrôlent les émotions sont imbriqués dans les circuits qui contrôlent la prise alimentaire. Ils parlent les uns avec les autres et donc du coup ils s'ajustent aussi les uns aux autres et ils expliquent que l'alimentation émotionnelle, elle a lieu d'être à condition qu'elle ne soit pas persécutante bien sûr, mais elle est complètement naturelle et on est tous des mangeurs émotionnels puisque les émotions font partie intégrante du réseau qui régule la prise alimentaire. Ouais, donc est-ce que tu dirais que tout acte de manger est émotionnel au final ? Tout, non. Par contre, tout acte émotionnel de manger peut s'expliquer d'une manière physiologique. Après, cette régulation, elle peut être non fonctionnelle, ça veut dire dérégulée en fait. C'est quand on répond systématiquement à nos émotions en ayant recours à l'alimentation, là ce système il débloque. Parce que y a des circuits neuronaux qui sont mal connectés, de par une physiopathologie ou de par un comportement alimentaire, des habitudes alimentaires qui sont là depuis longtemps et qui ont remoduler nos connexions neuronales qui font qu'on répond à nos émotions en mangeant. Donc tout ça expliquerait en fait nos envies de manger qu'on a sans faim, sans forcément ressentir de la faim. Oui, alors il y a d'autres choses dont j'ai pas parlé, parce que ça c'est vrai, on pourrait en parler pendant 10 000 ans, mais l'alimentation, la régulation du comportement alimentaire, il est aussi largement expliqué par les signaux sensoriels. On a un nez, on a des yeux, on a des oreilles, on a un goût en bouche, on a un toucher, qui font qu'on reçoit systématiquement toutes les millisecondes des signaux sensoriels qui viennent de l'extérieur. Vous passez dans le métro le matin, vous êtes focus sur « je suis en train d'aller au boulot », vous passez devant une boulangerie, vous allez sentir l'odeur du croissant, vous aviez peut-être pas faim, vous aviez peut-être prévu votre petit déjeuner, mais ces odeurs-là vont stimuler des neurones dans le nez, qui vont être connectés à des neurones dans le système de la récompense, ou même dans d'autres zones du cerveau qui régulent l'appétit, qui vont vous donner envie d'avoir un croissant. J'ai donné un exemple basique, mais ça peut être applicable à plein de choses. Vous entendez des collègues... Oui, vous entendez des collègues au bureau qui sont en train de prendre leur café avec un petit biscuit, le fait d'entendre parler de nourriture, c'est un signal sensoriel qui fait que vous allez peut-être avoir envie d'en consommer. Alors là, j'ai pris des exemples avec des aliments qui sont assez tabous, mais si vous voyez quelqu'un en train de manger votre plat préféré, je sais pas, c'est un curry de légumes ou n'importe quoi, ça peut exactement faire la même chose. Les envies de manger, elles peuvent être expliquées complètement physiologiquement, et après, avec des mécanismes psychologiques, elles peuvent être expliquées également. C'est-à-dire que l'alimentation, elle est réconfortante. On peut ne pas avoir faim, mais avoir envie de manger, parce qu'on est dans une situation psychologique qui est compliquée à gérer, et l'alimentation peut être un bon recours pour le gérer. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose si c'est persécutant pour nous et que ça arrive de manière trop souvent, trop régulière. Ouais. Et moi, la première, quand je suis fatiguée, quand j'ai une mauvaise journée ou quand j'ai eu un coup dur, j'ai envie de mon chocolat réconfortant. Et c'est... Il n'y a rien de plus physiologique, encore une fois, parce que nos systèmes des émotions et les systèmes qui régulent notre humeur sont intimement liés à la prise alimentaire de manière physiologique. Donc du coup, par rapport aux signaux, est-ce que on peut les détraquer et est-ce que c'est réversible si c'est le cas, etc. Alors, tout ce que j'ai expliqué, c'est dans un contexte physiologique, c'est-à-dire chez des personnes pour lesquelles il n'y a pas de pathologie, il n'y a pas de trouble du comportement alimentaire, tout va bien. Maintenant, chez des personnes qui ont une pathologie nutritionnelle,
donc un trouble du comportement alimentaire à proprement parler, ou qui ont un rapport compliqué à l'alimentation qui font ou ces personnes ont eu beaucoup de régimes ou de choses comme ça, les signaux corporels peuvent être détraqués. Donc dans le cadre de pathologique, ça peut être expliqué de manière complètement physiologique, avec des explications génétiques, métaboliques, on pense même neuro-endocriniennes aujourd'hui. La satiété et la faim peuvent être perturbées, on peut ne pas ressentir ces signaux-là, et dans ce cas-là, pour retrouver un rapport un peu serein à son alimentation, il va y avoir d'autres choses à travailler que la sensation de faim, la sensation de satiété, parce que ça fonctionne pas bien, et pour certaines personnes, c'est pas possible de réparer ça, pour la simple et bonne raison que c'est une question de dysfonctionnement de la régulation de la prise alimentaire, un dysfonctionnement physiologique. Et là, on n'a pas de traitement actuellement pour refabriquer ça, réparer ça. En revanche, dans le cadre d'une alimentation qui est troublée, où j'ai fait beaucoup de régimes, donc j'ai abîmé mon métabolisme, je peux travailler sur mes sensations alimentaires pour les retrouver. Il y a des personnes pour qui ça fonctionne, et des personnes pour qui ça fonctionne pas. Ça ne les empêche pas de retrouver un comportement alimentaire serein, mais c'est plus difficile pour ces personnes de ressentir la faim, la satiété. C'est pas une fin en soi, c'est pas grave. Il y a d'autres choses sur lesquelles on peut travailler pour avoir un comportement alimentaire plus serein, être plus serein vis-à-vis de son alimentation, de soi-même. Mais non, ça se répare pas systématiquement. Alors, je veux pas affoler qui que ce soit. Dans la plupart des cas, quand il y a eu beaucoup de régimes, et qu'on travaille sur la sensation de faim et la sensation de satiété, on arrive à restaurer, en tout cas partiellement, à minimum partiellement, ces sensations. C'est du travail. Ouais. C'est du travail, c'est de l'exploration de soi-même, du travail sur le comportement alimentaire en faisant des exercices pour travailler sur sa faim, sa satiété, de manière encadrée si possible pour pas que ça parte à la dérive, ou même soi-même juste se poser des questions régulièrement là-dessus. Enfin, il y a plein de choses qui existent et qui sont possibles d'être mises en place. Après, là, on peut réguler donc du coup le comportement alimentaire. Maintenant, s'il y a eu une grosse perte de poids ou une grosse prise de poids, je ne garantis pas qu'on puisse revenir à un poids d'équilibre qui était le poids d'équilibre avant de commencer les régimes ou les choses comme ça. Il y a quelque chose qui s'appelle l'épigénétique, c'est la modification de nos gènes par l'environnement, qui fait que dans un contexte où on a été en hypocalorique, par exemple, on est en manque de réserve énergétique pendant longtemps, ça c'est perçu par le corps par des molécules qui vont venir se fixer sur notre ADN, sur notre code génétique, sur notre carte d'identité dans nos cellules, et qui vont lui donner un nouveau message et qui vont le modifier légèrement, et ces marques épigénétiques, on n'arrive pas à les enlever. En tout cas, on sait pas faire, c'est en cours de découverte, hein, le domaine de l'épigénétique ne sert rien du tout, c'est hyper compliqué à étudier chez l'humain. La modification de nos gènes peut induire une modification de notre poids corporel, du poids dont le corps a besoin de maintenir pour être ok. Je pense aux personnes qui ont été longtemps en régime hypocalorique, qui se sont affamées en fait. Le corps l'a pris comme un état de famine et un manque alimentaire, une pénurie alimentaire. Ouais. La pénurie alimentaire va induire une modification de ces gènes via l'épigénétique qui fait que pour se préserver de ça à l'avenir, le corps va préférer garantir un poids plus haut, des réserves énergétiques plus hautes pour ne plus jamais avoir à subir ce qu'il a vécu avant. C'est pas valable dans tous les cas parce qu'on voit par exemple chez certaines personnes qui ont souffert d'anorexie mentale, il y a eu cette dénutrition profonde et pourtant il y a très rarement des personnes qui vont avoir un surpoids en remangeant normalement. Mais ça c'est des questions génétiques en fait qui sont dessous. C'est des explications parfaitement génétiques. Puis c'est au cas par cas. C'est du cas par cas. C'est en fonction de l'hérédité, de l'environnement familial et des gènes, beaucoup des gènes. Des gènes de prédisposition à avoir un corps plus gros ou plus maigre. Là, on n'a aucune influence là-dessus. Après, il y a autre chose qui joue au cours de la vie sur la régulation de notre poids. Chez une femme, par exemple, les grossesses, ça peut être les chocs émotionnels qui vont modifier aussi épigénétiquement et métaboliquement l'organisme. Et puis, il y a l'environnement, notamment, il y a des découvertes qui se font sur tout ce qui est pollution, perturbateurs endocriniens, qui peuvent là aussi jouer d'un point de vue épigénétique et moduler le poids corporel. C'est pour ça que c'est pas si simple. Ok, on a un poids qui est génétiquement prédit pour notre vie, qui est censé rester stable, mais ça c'est la théorie, en fonction de notre mode de vie. Parfois on a juste pas main mise là-dessus, hein. De la pollution, de l'environnement, du stress, des différents régimes qu'on a pu effectuer, de plein de choses, de notre microbiote, on sait aussi aujourd'hui, eh bien il peut y avoir une modification de nos gènes d'un point de vue épigénétique, une modification de notre métabolisme, qui fait que on reste pas à ce poids-là.
Puis après, il y a des pathologies aussi, hein. On sait qu'il y a certaines pathologies qui modifient le poids. Bon, je pense à l'obésité, bien sûr, mais pas que. Il y a, par exemple, le syndrome des ovaires polykystiques. Il y a plein de choses qui modulent le poids. Pour les personnes menstruées, il y a la pilule, la contraception, énormément de choses qui jouent sur le facteur du poids. Et c'est pour ça que quand on va voir quelqu'un pour perdre du poids ou pour prendre du poids, bah c'est pas si simple que de donner un régime grossissant ou amaigrissant, parce qu'en fait il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu qu'il y a énormément de choses à prendre en compte. Ouais, on a très peu de mainmise en fait sur notre corps. Hein. Sur notre apparence corporelle, oui. Ouais. En tout cas, on peut être dans le contrôle, mais c'est un contrôle permanent et qui, au bout d'un moment, ne fonctionne plus. Parce qu'on peut essayer d'être dans le contrôle, il arrive un moment où on va lâcher ce contrôle, que ce soit volontaire ou involontaire, et le jour où on lâche ce contrôle, le corps il se module et il s'adapte à ce qu'il a vécu en fait. Tu disais qu'il y a certaines personnes qui ne sentaient pas bien leurs signaux de faim, de satiété, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce type de personnes? Et notamment, il me semblait qu'il y a des personnes obèses qui ont ce genre de problème. Enfin, ce que tu peux... alors oui, c'est l'exemple que j'ai principalement, c'est des personnes qui ressentent pas la satiété. Et en fait, il y a des études qui sont en cours. Déjà, il y a plein de choses qui ont été démontrées que chez les personnes qui souffrent d'obésité, il y a ce qu'on appelle une leptinorésistance. Donc je le rappelle, la leptine, c'est l'hormone de la satiété, entre guillemets. Et la résistance, c'est que les cellules cibles de la leptine ne répondent pas à la leptine. Donc c'est-à-dire quand elle va se fixer sur ces cellules cibles, ça induit pas de sentiment de satiété et d'arrêt de la prise alimentaire. En fait, c'est essentiellement chez les personnes qui souffrent d'obésité. Une grande partie des personnes qui souffrent d'obésité, il y a plusieurs types d'obésité, mais en gros, chez quand même un fort pourcentage de ces personnes-là, il y a une leptinorésistance. Ça s'explique par plusieurs phénomènes qui ont été démontrés chez la souris. On a mis des souris sous régime grossissant, donc elles ont pris du poids, et on a étudié leur cerveau en fonction des différents stades de la prise de poids et des croquettes qu'on leur donnait. On leur donnait des croquettes qui étaient enrichies en sucre, en graisse, jusqu'à ce qu'elles deviennent énormes. Et après, on étudiait leur cerveau. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que deux choses. Premièrement, la leptine, elle est bien synthétisée pour la plupart des personnes qui souffrent d'obésité. Le tissu adipeux indique qu'il y a trop de tissu adipeux au cerveau. Mais le cerveau, il le perçoit pas pour deux raisons. La première, c'est que la leptine ne passe pas bien du sang vers le cerveau, et donc du coup n'arrive pas à atteindre ses neurones cibles pour leur dire « Stop, on a assez de réserve énergétique, la leptine, elle reste bloquée dans le sang. » Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que même quand la leptine arrive à passer dans le cerveau et à rejoindre ses neurones cibles pour signaler qu'on a suffisamment à manger, déjà il y en a pas assez qui passent, mais en plus quand elle passe et qu'elle se fixe sur son récepteur, elle n'active pas sa voie de signalisation. C'est-à-dire que la cellule, le neurone perçoit la gréline, mais il n'arrive pas à lui répondre. Il n'arrive pas à envoyer d'autres signaux dans le cerveau pour dire on arrête de manger ou on arrête de donner faim à la personne. Et ça, c'est la leptinorésistance chez les patients qui souffrent d'obésité. Donc typiquement, là on peut travailler autant qu'on veut sur les signaux alimentaires, sur la sensation de faim et la sensation de satiété. En tout cas, la sensation de satiété, ils la ressentiront jamais. Pour la simple et bonne raison, c'est que les signaux de satiété n'arrivent pas à communiquer avec le cerveau. Et là, vous pouvez faire bien tout ce que vous voulez en termes de comportement, il se passera rien. Hein. Mais donc du coup, ça explique vraiment pourquoi les personnes qui souffrent d'obésité ont énormément faim et ne ressentent jamais la satiété. C'est physiologique, physiopathologique même, là on peut le dire. C'est tellement ancré que l'obésité c'est je mange trop et je bouge pas, que comprendre qu'il y a des phénomènes physiopathologiques dessous, c'est compliqué. Alors, donc je dirais qu'il y a quand même bien 3/4 des personnes qui souffrent d'obésité qui ont ce mécanisme, mais voilà, le chiffre il est complètement subjectif, j'ai pas de données épidémiologiques, donc je m'avancerai pas là-dessus. Mais on le voit quand même beaucoup. Est-ce que c'est le mode de vie qui a créé la résistance à la leptine, ou est-ce que c'est un dysfonctionnement dans la perception de la leptine qui a engendré chez ces personnes-là une consommation accrue d'aliments énergétiques? Mais tout s'entretient un petit peu. Ce que l'on ne dit jamais, enfin moi je l'ai très rarement vu écrit dans des articles scientifiques, voire peut-être jamais sur les souris en tout cas, quand on a des cohortes de souris qu'on rend obèses, il y en a qui sont résistantes au régime high fat diet, donc riche en graisse. Et comme on a des souris du coup qui résistent à ces régimes gras, c'est que c'est pas l'alimentation qui les fait grossir, c'est que c'est oui, c'est un déséquilibre de la balance énergétique, mais qu'est-ce qui se passe chez ces souris pour qu'elles prennent pas ce poids alors qu'elles ont le même régime que leurs copines et que leurs copines elles prennent du poids? Tout ne s'explique pas juste par le fait de manger trop et de pas bouger. Et ce que j'ai pas dit, c'est que chez ces souris, quand on mesure leur activité locomotrice, on voit pas de différence. Donc c'est pas parce que les autres elles font plus de sport. Parce que je le vois venir gros comme une maison.
Elles sont là, elles tournent dans leur roue. Non. Elles ont la même activité locomotrice. Ok. Ça a surpris beaucoup de personnes et je pense qu'il y a énormément d'études sur le sujet qui essayent d'élucider ce truc. Et quand on fait passer des calorimétries, donc pour mesurer le métabolisme de base à des patients qui souffrent d'obésité à l'hôpital, pour parler d'humains, on distingue 2 classes de personnes qui souffrent d'obésité. Des personnes qui le disent, moi j'ai tout le temps faim, je mange beaucoup, j'ai des compulsions alimentaires, je grignote tout le temps, je fais de l'hyperphagie, et ça se voit sur les calorimétries qu'ils mangent beaucoup. Et il y a des personnes qu'on ne croyait pas jusqu'à aujourd'hui qui nous disaient mais moi je mange 100 grammes de haricots verts tous les midis et je peux vous assurer que je perds pas 1 gramme. Et c'est vrai, on le voit avec cet outil de calorimétrie indirecte, on voit que ces personnes ont un métabolisme au repos qui est hyper bas, qui est parfois similaire à des personnes qui souffrent d'anorexie mentale, donc on pourrait même parler d'anorexie chez des personnes qui souffrent d'obésité, et pourtant elles ont un poids et un indice de masse corporelle qui est énorme. Comme quoi c'est pas le c'est poids, pas forcément c'est pas l'apparence qui dit non. Ouais, tout à fait. Non, ça c'est certain, mais bon voilà, ça c'est pareil, c'est des, on va dire, résultats préliminaires, c'est les prémices du truc, on l'a observé, ça va donner de la légitimité aux patients qui vous disent bah non je mange rien, et qu'on dit bah non mais vous nous dites n'importe quoi, c'est pas possible que vous soyez aussi gros et que vous mangez rien. Non, et ben non, clairement là on se rend compte, et ben là du coup comment ces patients développent une obésité alors qu'ils ne mangent rien, il y a plein de portes ouvertes, il y a plein de choses qui sont à exploiter mais qui ne sont pas élucidées actuellement. Ok, donc tout ça c'est affaire à suivre. Affaire à suivre dans quelques années. Très bien. Merci beaucoup Alicia pour cet échange qui était très intéressant. Merci à toi de m'avoir invitée, c'était très sympathique de discuter avec toi et ça m'a fait très plaisir. Si vous m'entendez, c'est que vous êtes restés jusqu'au bout. Bravo à vous. J'espère que cet épisode vous a appris des choses et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire sur Instagram ou bien en laissant un petit commentaire sur Apple Podcast. Vous pouvez retrouver Alicia sur Instagram sur sa page alicia.sicardi et moi bien sûr toujours sur mon compte The Last Quiche, fidèle au poste. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode collaboratif sur le thème des signaux corporels. Merci pour votre écoute, merci pour votre soutien et à bientôt.